Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la ligne, le podcast champ gauche du Cannes Football Club qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Manière, ex-pro et international suisse, moins de 20, qui a mené de front carrière sportive et études brillantes. Avec lui, nous parlerons bien sûr du foot en Suisse et de ses spécificités, mais aussi des formats de championnat qui a été le sujet de son mémoire de master. Salut Jérémy. Salut, bonjour à tous, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Eh bien, on va commencer par le début, donc le football en Suisse. Quelle est la place du foot en Suisse ? Alors je dirais que la place du football en Suisse, elle est importante. Si on n'a pas forcément une culture football comme dans les pays latins, comme en Italie, comme en Espagne, ou je dirais même comme en France, même si j'écoute beaucoup l'after et qu'on se plaint toujours de la culture foot française, etc. Non, le foot en Suisse est très important. C'est un des deux sports rois en compagnie du hockey sur glace. Forcément, il y a le tennis qui se joint à ces deux sports-là grâce à Federer, mais disons que le football est le sport le plus pratiqué. Sinon, en termes de ressources économiques et de spectateurs, il est en compétition avec le hockey sur glace. Donc, le sport majeur, c'est le football. Oui, oui, oui. En termes de d'abonnés et de pratiquants, c'est de loin le football, oui. Et médiatiquement ? Médiatiquement aussi, parce que le hockey, ça reste un sport plus ou moins saisonnier. Le foot, il est présent dans les médias helvétiques plus ou moins toute l'année, donc ça reste le foot également. Ouais. D'accord. Comment est-ce que tu décrirais le championnat suisse ? Alors, je dirais que c'est un championnat de bon niveau. Certes, ça ne vaut pas une des ligues du Big Five, il faut en être conscient. Je dirais que c'est un championnat de catégorie 3 dans le sens où ça ne vaut pas le Big Five, comme je l'ai dit. Ça ne vaut pas non plus forcément le Portugal où il y a beaucoup de talents individuels. Ça ne vaut peut-être pas non plus le championnat hollandais qui est réputé pour sa qualité de jeu. Ça vaut peut-être pas non plus le championnat russe où il y a beaucoup de ressources financières et puis des gros joueurs qui sont recrutés. Je dirais que c'est un championnat de 2 voire 3e catégorie et c'est une très très bonne plateforme pour les jeunes joueurs pour se montrer et puis pourquoi pas être recrutés dans des clubs phares des championnats voisins. Exact. Sur ce sujet, moi, je vous recommande l'excellent article de Lionel Pittet dans Le Temps, qui est titré la promotion en pièces détachées du FC Ville, donc, et qui décrit bien ce qu'est le championnat suisse. Donc, de toute façon, il faut vraiment lire Le Temps. Les pages football dans Le Temps, c'est vraiment remarquable. Très intéressant. Ouais, les articles de Laurent Favre, Pittet, il y a vraiment un pool de journalistes de très très grand talent. Donc, n'hésitez pas à vous. Ah ouais, exact. C'est des articles de fond, c'est des articles avec beaucoup de contenu. On voit que c'est travaillé en amont et ça va plus loin que le simple factuel. Et ça, c'est vrai que je peux confirmer. En plus, je les connais les deux, notamment Lionel Pittet qui m'a fait le premier article de ma carrière quand j'avais 17 ans et à qui j'ai tissé certains liens d'amitié. Voilà, je le salue. Je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais je le salue et je loue ses mérites. C'est un très bon journaliste. Bien. Mais quand on a un premier article par Lionel Pittet, la carrière est bien lancée. Je pense que ça fait partie des choses qui lancent bien une carrière, en effet. Évidemment qu'il va nous écouter. J'espère. En tout cas, l'article était très bien écrit. Ouais. Est-ce qu'il a mieux à faire ? Je ne pense pas. On va aller dans les stades. Alors, les stades en Suisse, quand est-ce qu'on arrive ? Qu'est-ce qu'on y mange ? Qu'est-ce qu'on y boit ? C'est une bonne question aussi parce que la Suisse a la particularité d'avoir 3 voire 4 régions linguistiques. Il y a la Suisse germanophone, la Suisse francophone, la Suisse italophone et puis il y a même une petite partie qui parle le romanche où il n'y a pas de club vraiment de foot majeur. Donc il y a vraiment des cultures différentes, il y a vraiment une façon de voir le foot, une philosophie un petit peu différente. Je dirais que de manière générale, le spectateur suisse vient relativement tard au stade. C'est pas comme aux États-Unis où j'ai pu voir dans les sports US où ils viennent 3 heures avant et ils font les barbecues sur le parking. Le Suisse fait pas ça. Par contre, je me rappelle à chaque fois qu'on allait jouer à Saint-Gall qui est une petite ville au nord-est de la Suisse où il y a en moyenne, je dirais, il y a 40-50 000 habitants dans la ville, mais il y a en moyenne 13 à 14 000 spectateurs au stade. Il y a vraiment une super ambiance, peut-être pour moi le plus beau stade de Suisse. Et je me rappelle que ces spectateurs-là, quand on arrivait avec le bus 1h30 avant,
bah, il y a une grande esplanade devant le stade qui est ultra moderne et ces spectateurs-là, ils étaient déjà là en train de manger une bratwurst. C'est la spécialité de là-bas, c'est des saucisses de veau. Donc voilà, de manière générale, les spectateurs suisses vivent le foot de façon différente. Mais par contre, on y mange, on y boit plus ou moins les mêmes choses aux quatre coins du pays, à savoir bah, de la bière, des saucisses, de la bratwurst, des choubliques, des saucisses de veau, ou alors des frites, un peu voilà les plats classiques. Donc voilà, ça se limite plus ou moins à cela. D'accord. Le romanche, pour les gens qui ne sont pas spécialistes, c'est une langue qui est. Alors qui est parlé par très peu d'habitants. C'est un peu un mix entre les trois autres langues. C'est un peu un mix entre l'allemand, l'italien et le français. Voilà. Et D'accord. ça se parle dans certaines régions des Grisons, Des grisons, au sud-est du pays. Voilà. comme la viande. Parfait. Voilà. Donc toi, tu as fait, je l'ai dit tout à l'heure, les sélections. J'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé. Donc tu as été international -20. Comment est-ce que toi tu as vécu d'être sélectionné par la Ouais, Suisse? j'ai fait les sélections moins de 19 et moins de 20. Euh, je me rappelle, j'avais une petite frustration quand j'étais plus jeune à l'époque parce que j'étais toujours un peu. Ils ont une liste de piquets avec 40 joueurs, mais j'avais jamais passé le cut des 20 ou 23 joueurs convoqués en moins de 15, en moins de 16, en moins de Ah. 17, en moins de 18. Tu Et étais ma dans les première. 40, mais pas dans les Voilà, 15. j'étais Ouais. souvent dans le cadre élargi. J'avais Mm. souvent peut-être la possibilité d'y aller, mais finalement pas. Et en fait, ma première sélection, je l'ai fêtée lors de ma première saison en pro, quand j'avais 18 ans. Je suis arrivé à l'entraînement un après-midi et je me rappelle que le coach m'avait félicité parce ils avaient reçu une convocation à mon sujet. Et, ça avait été une grande fierté, une grande satisfaction parce que voilà, je suis binational franco-suisse, mais c'était clair pour moi, en jouant en Suisse, je voulais représenter la Nati. Et voilà, beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction d'être convoqué. En plus, c'était pour une compétition officielle. Je me rappelle on avait les éliminatoires, les qualifications européennes pour je crois, l'Euro, si je ne me trompe pas. Et on avait fait un stage de 10 jours en Lituanie. On avait joué la Lituanie, l'Estonie et puis la Grèce, il me semble. Je me trompe peut-être, mais voilà, bref, grande satisfaction et un moment vraiment sympa à vivre. D'accord. Justement, on va rester dans la sélection. Comme tu l'as dit, il y a plusieurs langues en Suisse. Alors, Mhm. quelle est la réalité linguistique d'abord dans la société suisse? Est-ce que tout le monde parle toutes les langues? Et comment est-ce que ça se passe en sélection? Alors, ouais, la réalité, c'est que globalement, en Suisse, on parle quand même beaucoup plus le suisse-allemand. Euh, Ensuite, la langue la plus représentée, la plus parlée plutôt, c'est le français, suivi de l'italien. Non, pas tous les Suisses parlent toutes les langues, de loin pas. Les Suisses allemands ont la réputation de savoir plutôt bien le français, avec un accent très prononcé, certes, mais ils ont plus ou moins de bonnes compétences en français, alors que nous autres, romans, on a beaucoup plus de peine à parler l'allemand ou même encore plus le suisse allemand, parce que c'est une langue qu'on apprend à l'école assez tôt, mais qui est pas très sexy, qui est pas très belle, et on a beaucoup plus de difficultés à ce propos. Les Tessinois, c'est les Suisses italophones. Eux, ils parlent un peu plus, comme c'est une langue latine, ils parlent un peu plus le français aussi. Mais ils doivent aussi, comme nous, s'adapter et puis un petit peu apprendre à parler l'allemand ou le suisse allemand, quoi. Donc, ça, c'est la réalité dans le pays. Et en sélection, quand on est jeune, à 18 ans, on n'a pas encore pu développer nos capacités linguistiques. Donc, il y a forcément des petits clans des fois, pas parce que l'ambiance n'est pas bonne, mais simplement il y a une barrière de la langue qu'il faut pas se nier. Donc, faut pas le nier. Donc, je me rappelle au début, lors de ma première sélection, bah voilà, je traînais beaucoup avec les autres Suisses romans parce que simplement, j'avais un allemand vraiment basique qui ne me permettait pas de créer des liens très pointus avec avec les Suisses allemands, quoi. Et le coach, comment est-ce qu'il fait? Il y a plusieurs coachs. Il y en a un qui parle en allemand, l'autre qui parle en français, et le troisième qui parle en italien ou dans un Bah mélange des deux autres langues. ouais, je pense, c'est des critères qui sont édictés par par la fédération. Les sélectionneurs des équipes de jeunes se doivent de savoir parler une, voire deux langues au minimum pour transmettre
leur passion pour leur discours avant match. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose d'important. Et moi, tous les sélectionneurs que j'ai eus savaient en tout cas parler allemand et français, donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Ou alors, si le cas échéant, si le sélectionneur ne parle qu'allemand ou français ou italien, j'imagine qu'il doit composer son staff avec des personnes qui ont des capacités linguistiques peut-être plus développées. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en Suisse. Justement, est-ce que toi, tu as pensé, ou est-ce que toi, tu penses, ou est-ce que tu as pu penser un jour que finalement, il y avait un avantage pour les joueurs suisses-allemands, parce que finalement, ça réglait, si on a une majorité de joueurs qui parlent une langue, ça règle quand même un certain nombre de problèmes. Non, 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 les sélections ne sont pas faites en fonction de ça. Simplement, des fois, il y a plus de Suisse allemands parce que la Suisse allemande est plus représentée. Ouais, La Suisse c'est allemande est démographique. plus. Voilà, c'est démographique. La Suisse allemande a plus de clubs également, avec Young Boys, avec Bâle, avec les deux clubs de Zurich qui sont très forts en formation également. Donc, non, non, là, les joueurs, on va dire, nous autres, les Suisses romands, on n'est pas prétérités dans les critères de sélection. C'est pareil pour les Tessinois, c'est plus des critères démographiques qui font qu'il y a plus de Suisses allemands dans les sélections de jeunes. Parfait. Donc, il y a aussi eu une révolution dans les sélections suisses. Nati, c'est l'arrivée des joueurs issus des Balkans. Oui, Moi, j'ai lu un jour que finalement, pour le foot suisse, ça a été une révolution favorable, et que finalement, on a vu que ça a changé aussi les résultats. Et que ces joueurs venus des Balkans, ils avaient toutes les qualités que les joueurs natifs ou originaires ou plus installés en Suisse n'avaient pas, comme par exemple des qualités de fantaisie, des qualités d'improvisation, et que finalement, c'était difficile pour le joueur suisse de sortir du cadre, qu'ils étaient évidemment très efficaces dans le cadre et qui respectaient bien les consignes, mais que sortir du cadre était plus compliqué. Est-ce que c'est caricatural ou est-ce qu'il y a une part de vrai? non, il y a même une bonne part de vrai. Je confirme tes propos. C'est assez juste dans le sens où je parlerais plutôt de. Il y a un terme qu'on utilise en Suisse, c'est plutôt des segundos. C'est des Suisses en fait de deuxième génération. C'est des Suisses issus de l'immigration. Leurs parents se sont établis en Suisse lors des. Tout dépend. Il y a eu des Espagnols, il y a eu les Espagnols, les Italiens, et les Portugais qui sont venus à une certaine période. Il y a les Suisses, les Balkaniques qui sont venus à une autre période également. Et les enfants de ces personnes-là, en fait, qui sont nés en Suisse, qui sont suisses, qui ont été formés en Suisse, qui vont à l'école en Suisse, amènent d'autres qualités que les Suisses, entre guillemets, pure souche, dans le sens où on le voit dans l'exemple de Xhaka, de Shaqiri, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus créatifs que ce que les purs Suisses pourraient être. Et on va dire, ce mélange de culture-là est bénéfique pour la Suisse parce qu'il y a vraiment un mélange de qualité, un mélange voilà, disons qu'ils sont complémentaires, on va dire ça comme ça. Les différentes origines de la sélection font que c'est une équipe complémentaire. Parce qu'en fait, je dirais que de base, le Suisse est un joueur intelligent, le Suisse est un joueur bien formé, intelligent tactiquement. Par contre, le pur Suisse manque peut-être de créativité, on va dire ça comme ça. Et ces joueurs d'origine balkanique ou ces joueurs d'origine espagnole, italienne ou portugaise ont amené justement ce soupçon ce soupçon de créativité qui manquait peut-être à l'époque. Ouais. D'accord. Bah justement, tu l'as dit, toi, tu as parlé de Shaqiri, toi, tu as eu l'occasion de jouer avec lui dans les sélections jeunes. C'est d'ailleurs, tu me l'as dit, l'un des joueurs les plus forts et celui qui t'a plus impressionné. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter le jeune Shaqiri et aussi aujourd'hui ce que tu aimes chez lui et en quoi tu considères que c'est un grand joueur? Qu'est-ce qui t'impressionne Mhm. aujourd'hui encore? Ouais, alors j'ai joué avec lui lors de ma première sélection en équipe nationale moins de 19, lors de ce rassemblement justement où on est allé en Lituanie. Et tout de suite, il m'avait frappé parce que c'était un joueur, en fait, on avait tous 18 ans, il avait aussi 18 ans, on est de la génération 91, comme on dit en Suisse, 91, comme on dit en France ou ailleurs. Et c'était un adulte qui jouait avec les enfants, dans le sens où c'était quelqu'un de mature, qui comprenait bien le jeu, mais c'est surtout quelqu'un qui, techniquement, dans la vitesse d'exécution, sur les premiers mètres, était bien au-dessus de tout le monde. Et c'était assez impressionnant à voir. Je me rappelle que lors de cette saison-là, il était déjà titulaire au FC Bâle, qui jouait régulièrement la Champions Mm. League. Et moi, je me rappelle que je jouais en deuxième division à ce moment-là, et je me disais, mais
mais on joue dans la même équipe, mais je suis très très loin de son niveau. Alors oui, on n'était pas du tout le même poste, mais je me disais, il est bien au-dessus de tout le monde, quoi, et même des adversaires. Enfin, c'était un joueur de catégorie supérieure à ce moment-là. D'accord. Est-ce que tu crois que le sélectionneur et que la fédération ait eu peur qu'il parte dans un de ses pays d'origine ou est-ce qu'il était très installé déjà dans l'équipe suisse et il y avait une certaine tranquillité sur ce point-là? Parce que c'est toujours une crainte, hein. Non, je pense qu'il a été appelé au bon moment. De toute façon, le fait d'être appelé en moins de 19 Suisse, ça ne l'aurait pas bloqué encore C'est ça, oui. pour une autre C'est sélection. le risque, ouais. Ouais, Mais c'était le risque. par contre, ils l'ont assez rapidement convoqué Mm, avec la sélection A, tout simplement parce qu'il brillait avec Bâle, parce que à l'époque, c'était un joueur aussi polyvalent qui pouvait même dépanner mm, en tant que latéral c'est vrai. gauche. Mm. Il a souvent commencé latéral gauche à l'époque, à Bâle. Mais même si on connaît son meilleur poste, c'est plutôt sur l'aile gauche ou droite, mais je dirais même plutôt l'aile droite maintenant. Non, il a été appelé au bon moment, il brillait, c'était un joueur de profil différent, justement créatif, comme on en avait peu à l'époque, et c'était tout simplement normal qu'il soit appelé parce que tout de suite, il a amené un plus à cette équipe-là. D'accord. Tu as aussi joué avec deux joueurs qui sont connus par nos amis canadiens, c'est Jason Ledviller et Alain Rochat. Exactement. Donc voilà, donc tous les deux internationaux canadiens. Qu'est-ce que toi tu peux me dire sur Jason Ledviller? Quel Alors, type de joueur? Alain, je ne crois pas qu'il est international canadien. Je Ah, crois qu'il est non, il est canadien tout binational. court. Ouais, ouais, il est Ouais, il est canadien tout court, excuse-moi. binational. Ouais, Il a fait une sélection avec la Suisse. ouais, je Par suis allé contre, trop vite. Jason l'est, ouais. Ouais. Jason, j'ai joué avec lui lors de ma première saison en pro à 18 ans à Yverdon Sport en deuxième division. Il était cette année-là prêté par le FC Bâle parce qu'à l'époque, il était troisième gardien à Bâle et il avait besoin de temps de jeu. Et donc, il était venu. Moi, j'avais 18 ans, je me rappelle. Lui, il avait 20 ans. C'était un jeune gardien. Et il avait vraiment brillé cette saison-là avec nous. On avait fait une très bonne saison. Il s'était mis en valeur. Je me rappelle un gardien décisif, grand, très bon dans les sorties aériennes. Un gardien moderne, assez complet. Au pied aussi, il était à l'aise. Longiligne, je me rappelle il était grand, hein. Enfin, il est toujours grand d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il a rapetissé. Il doit bien faire 1m90 facile, mais malgré sa taille, il allait très rapidement au sol sur sa ligne. C'est quelqu'un qui, en dehors du terrain, était aussi quelqu'un de très agréable à côtoyer. Il parlait plusieurs langues. Je me rappelle qu'il était très apprécié dans le vestiaire. Il parlait français, suisse, allemand, anglais. Enfin, c'était un joueur que j'ai beaucoup apprécié, tant par ses qualités sur le terrain que par ses qualités humaines. D'accord. Et Alain Rochat? Alain Rochat, j'ai joué avec lui au Lausanne Sport en Super League lors de la saison 2017-2018, si je ne me trompe pas. C'était un joueur qui venait de Young Boys, donc le deuxième meilleur club du pays à ce moment-là, qui avait une expérience de l'étranger puisqu'il avait joué en MLS, il avait joué à Rennes aussi en Ligue 1. Euh, C'était un joueur de 33-34 ans. Lorsqu'il était arrivé, il nous avait amené toute son expérience. Un très bon pied gauche également, bon joueur de tête. On jouait souvent ensemble en défense centrale, que ce soit à deux ou à trois avec Elton Montero. On formait une charnière centrale assez complémentaire, à trois, je dirais. Malheureusement, les résultats collectifs, ça s'est mal terminé puisqu'on a été relégué cette saison-là. Mais par contre, ben voilà, très bon joueur, une très bonne personne que je côtoie encore actuellement, avec qui j'ai encore des contacts. On vient de la même région. Lui, il vient de Grandson, moi, je viens de Valorbe, dans le Nord vaudois. Donc, pas loin entre Yverdon et Lausanne, on va dire ça comme ça. Et voilà, une très, très bonne personne qui me parlait beaucoup aussi de son expérience en MLS qu'il avait adoré. Mm. Il a joué Donc, au voilà. Whitecaps. Ouais. Mm, Whitecaps, je crois qu'il a joué aussi à Washington, mais mm, très peu de temps. mm. Voilà, c'est quelqu'un de très très bien et un très bon joueur qui a mis un terme à sa carrière il y a de ça 2 ans, je crois. Il me semble que tu as aussi joué avec Tai Taiwo. Donc, Tai Taiwo Exactement, qu'on a connu exactement. en France et qui est, comment dire, voilà, qui a un chouchou qui restera longtemps, un chouchou du Vélodrome, un joueur à la À fois juste titre, fantasque je sur comprends. le terrain et en dehors des terrains et un micro à la main. Ouais, tout Alors, à fait. parle-moi un peu de Tai Taiwo. Alors, est-ce qu'il est comme on le voit? Est-ce qu'il est toujours souriant, Ah, sympathique? il est exactement comme ça. Vraiment, c'est. J'ai envie de rigoler rien que d'en parler parce que j'ai deux, trois anecdotes à raconter à son propos qui sont Ah, assez, on veut des qui sont anecdotes. assez drôles. Non, mais pour revenir, avant de parler des anecdotes, c'est quelqu'un qui est arrivé à la trêve hivernale en Super League lors de la saison 2016-2017. Et comme je disais, en Suisse romande, on suit beaucoup la Ligue 1, donc tout le monde savait qui c'était.
Et il s'est tout de suite fait apprécier par le groupe parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Il a fait des très grands clubs dans sa carrière, mais jamais il s'est vanté de quoi que ce soit. Et il nous a apporté ses qualités. Alors oui, certes, il était en fin de carrière un petit moment à peu près quand il est arrivé chez nous, mais il s'est tout de suite fait apprécier du vestiaire et il a été aussi utile sur le terrain. Certes, il montait beaucoup moins sur son flanc gauche que ce qu'il faisait à l'OM, mais, euh, mais ses qualités étaient encore là, très fort physiquement, bon pied gauche. Donc, ouais, une très bonne surprise et une très bonne rencontre. J'ai vraiment apprécié jouer avec lui. Une grosse frappe. Une très grosse frappe, mais qu'il a moins mise à profit, Ah, qu'il a moins mise à profit chez nous parce il il montait montait moins. beaucoup moins, donc il se Mm. contentait surtout de bien défendre, ce qu'il a très bien fait. Et il nous a aidé à faire une bonne saison cette année-là. Ah, les anecdotes, hein, j'ai noté. Hein. Ouais, Anecdotes. voilà, la plus drôle, la plus drôle, non, chacun sera libre d'en juger, mais je me rappelle que à Taïwan, on le connaît, mais peu l'ont vu à torse nu, c'est une machine de guerre. Franchement, Ouais. c'est impressionnant. Il a des cuisses énormes, il a pas des abdos, je sais pas, j'arriverai même pas à les décrire. Je dirais qu'il a 14 ou 16 abdos, quoi. Il en a à non plus finir, donc c'est assez impressionnant. C'est vraiment, j'ai rarement vu un mec aussi costaud dans ma carrière, honnêtement. Et je me rappelle que pour aller à l'entraînement, on avait toujours des GPS à mettre et puis les petites ceintures polars pour capter les pulsations des joueurs durant l'entraînement pour que les préparateurs physiques fassent leurs analyses. Et je me rappelle une fois, le lendemain de match, on avait joué, on était titulaire, donc on n'avait pas besoin, on allait seulement faire un simple décrassage, donc on n'avait pas besoin de mettre tout ce matériel-là pour capter les pulsations. Et je me rappelle, on sort du vestiaire et on lui dit, Taille, on n'a pas besoin de mettre la montre polar aujourd'hui. Et il nous répond, mais je ne l'ai pas mise, avec son accent caractéristique qui était assez drôle d'ailleurs. Et je lui dis, comment ça, tu l'as pas mise? Et puis en fait, il a levé le t-shirt et en fait, c'était ses abdos qui faisaient une bosse par-dessus le t-shirt. Donc là, on a bien rigolé. Puis on s'est dit, ouh là là, ok, on a encore un peu de travail à faire en musculation pour être à son niveau. Donc voilà, ça, c'est la première anecdote. Et je me rappelle la deuxième, elle sera plus courte que en Suisse. Alors, on va pas dire qu'il y a beaucoup de spectateurs, mais à Lausanne, c'était pas forcément toujours le cas non plus. En sortant des vestiaires après les matchs, il y a souvent des jeunes qui demandent des autographes ou des photos. Et je me rappelle que lui, il partait à chaque fois en courant, même après avoir joué 90 minutes, il partait en courant parce que il partait en courant, un grand sourire, un large sourire sur son visage. Et il disait à bientôt tout le monde parce qu'il voulait pas être arrêté par les petits pour faire des photos, pas qu'il soit arrogant ou quoi que ce soit, mais simplement parce que ça le faisait marrer. Et puis il partait en courant même après le match pour rentrer chez lui, quoi. D'accord. En effet, c'est deux anecdotes bien sympathiques. Surtout Ouais, des abdos, c'est assez impressionnant. ouais, mais ça le caractérise bien. C'est quelqu'un qui a toujours la banane, toujours le sourire et qui est vraiment agréable au quotidien. Voilà. Bah, c'est très rassurant finalement. C'est vrai que ça m'aurait fait de la peine que tu me dises ah non, 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 très bon il se mec. donne un personnage. Non, voilà. Très bon Finalement, mec. voilà. Non, non, très bon Parfait. mec. On va revenir un petit peu à ta carrière. Donc toi, ta carrière, ton début de carrière, comment est-ce que le foot ça a commencé pour toi? Carrière professionnelle ou carrière Non, on va passion, on va commencer. dire ça comme ça. Ouais, ouais, passion. On va commencer de petit à plus grand, à Ok. voilà, tes différents clubs. Alors, j'ai commencé le foot à 5 ans dans mon petit village à Valorbe, en Suisse. J'ai commencé le foot tout simplement parce que je suis issu d'une famille de footballeurs. Mon papa en a fait, mes oncles en ont fait. Enfin, c'était tout simplement naturel de commencer par le foot parce que j'ai toujours eu un ballon dans les pieds très tôt. On avait un jardin en plus, donc je pense que mon papa a bien fait le travail en amont pour que je me passionne pour ce sport. Voilà, j'ai joué à Valorbe de 5 ans jusqu'à mes 11 ans. À 11 ans, j'ai été recruté par Yverdon Sport, qui était le club professionnel de ma région, où j'ai franchi différents échelons jusqu'au moins de 16. Ensuite, après les moins de 16, j'ai joué 2 ans à Lausanne, sous l'égide du Team Vaud. En fait, le Team Vaud, c'est un regroupement des meilleurs joueurs du canton de Vaud. Donc, c'est un regroupement régional, on va dire ça comme ça. J'ai fait 2 ans là-bas et finalement, en sortant de ces 2 années, j'ai eu déjà l'occasion à 17 ans de signer mon premier contrat pro. Et j'ai débuté justement à 17 ans avec Yverdon Sport, mon club formateur, en deuxième division suisse. J'ai fait 2 ans en deuxième division suisse à Yverdon. Je suis devenu international suisse moins 19 lors de la première saison. Malheureusement, lors de la deuxième, on a été relégué, ce qui fait que j'ai cassé mon contrat. Et après 3 mois de chômage
à 19 ans qui n'ont pas été faciles du tout. J'ai signé au FC Thun en première division, où j'ai joué de 2011 jusqu'à 2013. Malheureusement, j'ai fait mes premières expériences en première division là-bas. C'était magnifique. On a joué contre des grandes équipes, dans des grands stades, à Bâle, à Young Boys, devant 20-25 000 spectateurs. Donc, des premières expériences en tant que vrai pro. Très sympa. Malheureusement, je manquais un peu de temps de jeu, donc j'ai fait le choix de redescendre d'un échelon. C'est pour ça que je suis allé au FC Bienne, qui était en deuxième division. J'ai fait 3 ans là-bas, qui se sont bien passés à titre personnel, dans le sens où j'ai vraiment pu engranger des minutes de jeu. J'ai enchaîné les matchs, j'ai vraiment pu progresser, puis m'établir comme un bon joueur de deuxième division. Lors de ma dernière saison à Bienne, malheureusement, le club avait été racheté par un président un petit peu, comment dire ça, on va dire que c'est un petit peu crapuleux, dans le sens où il a fait couler le club. Au bout de 3 mois, en octobre, je me rappelle, lors de la saison 2015-2016, il payait déjà plus les joueurs. Il avait fait augmenter le train de vie du club. Je me rappelle quand tous les joueurs avaient voiture, appartement payé, il avait augmenté les salaires. Enfin, tout paraissait idyllique au départ, jusqu'à ce que les salaires, 3 mois plus tard, soient impayés. Donc là, ça commence à devenir compliqué. Et j'ai eu la chance en janvier de rejoindre le Lausanne Sport, mon club de cœur, le club que je suivais quand j'étais petit avec mon papa. Donc voilà, une grande fierté d'avoir pu signer là-bas. C'était un club qui était aussi en deuxième division à ce moment-là, mais qui était premier déjà à la trêve avec 4 ou 5 points d'avance. Donc il y avait vraiment un projet qui était bien. Il y avait l'ambition de monter en première division. Donc c'était vraiment une progression dans ma carrière. Et c'est ce qu'on a fait. On a été promu en mai 2016 en première division. Et là, c'est vraiment peut-être la meilleure ambiance que j'ai vécue dans un vestiaire et sur le terrain au cours de ma carrière, étant donné que j'avais énormément de potes dans l'équipe au moment de rejoindre le club. Et je me rappelle, sur les 25 joueurs qui composaient l'effectif, on était quasiment les trois quarts à être formés dans le canton de Vaud, à être formés à Lausanne ou à être vaudois tout simplement. Donc voilà, on était très jeunes également. Donc c'était un peu le projet rêvé, et tout a bien fonctionné cette année-là. Donc, on a rejoint la Super League. Et c'est à ce moment-là, on est monté en Super League. Donc, je me perds un petit peu. Je raconte un peu ma vie là. J'ai pas l'habitude. Euh, C'était la question, donc tout va bien. on a fait ensuite 2 ans en Super League, où tout a très bien commencé avec Fabio Celestini, qui était l'entraîneur. On a amené un vent de fraîcheur dans cette ligue, dans le sens où on avait vraiment une philosophie de jeu vraiment très marquée. On ressortait vraiment les ballons depuis derrière. On jouait très, très bien au football. Parfois presque un peu trop, parce que le contenu était toujours exceptionnel. Par contre, on prenait parfois trop de risques et les résultats ne suivaient pas. Mais disons que c'était quelque chose de presque jamais vu dans le foot suisse à ce moment-là. Donc voilà, première saison avec des hauts et des bas, mais on a fini par se sauver. Donc globalement satisfaisant. Malheureusement, la deuxième saison s'est moins bien passée. Le club a été relégué. Et je me suis blessé gravement à ce moment-là, blessure du cartilage du genou droit. Et voilà, donc finalement, j'ai encore fait une saison au club, où j'ai surtout passé mon temps à revenir de ma blessure au genou. Je suis revenu ensuite, après à peu près, je dirais, une année de blessure. Je suis revenu en Challenge League au Lausanne Sport. Donc, les règlements font qu'il y a un certain nombre de licences pour les joueurs. Malheureusement, beaucoup de licences avaient déjà été utilisées. Et sachant que je revenais de blessure, le club n'a pas daigné m'octroyer une licence de jeu, ce qui fait que j'ai été obligé de jouer 6 mois avec la réserve. Mon contrat s'est fini dans la foulée, malgré les promesses de prolongation de contrat. Et j'ai signé au FC Stade Lausanne-Ouchy, le deuxième club de la ville à Lausanne, qui venait de monter en deuxième division suisse en Challenge League. Et voilà. Et voilà. Bon, on va revenir tout à l'heure un peu plus tard sur cette fin de carrière et sur comment ça s'est passé. Maintenant, je te propose de faire un petit tour dans le coaching, un moment pour la team coach. Donc, on sait que la Suisse est un pays de grands joueurs, évidemment, mais aussi de grands coachs. Voilà, Favre, Ziegler, Jean Dupeux, j'en oublie beaucoup. Euh, comment sont formés les coachs en Suisse et voilà, comment sont formés les coachs en Suisse? Et qui Alors, sont-ils? Est-ce que c'est beaucoup des coachs suisses ou est-ce que c'est des coachs qui viennent aussi d'ailleurs? alors, les coachs suisses sont formés à travers des cours d'entraîneurs qui sont dispensés par l'Association suisse de football,
qui ont souvent lieu, qui ont lieu d'abord dans différentes régions. Si les entraîneurs ont des ambitions de coaching professionnel, dans ce cas-là, ils seront amenés à aller à Macolin, qui est un peu un centre fédéral sportif, on va dire ça comme ça, qui regroupe différents sports, qui est basé à Macolin, comme je l'ai dit, c'est au centre de la Suisse, dans le canton de Berne. Et voilà, il y a une pyramide de formation, comme c'est le cas dans d'autres pays. Euh, et je sais que quand on est joueur de football professionnel, on a un peu des raccourcis. On n'est pas obligé de faire tout à fait le même cursus qu'une personne lambda qui voudrait se lancer dans des diplômes d'entraîneur. Et sinon, par rapport aux entraîneurs du championnat suisse, il y a un peu de tout. Il y a des entraîneurs étrangers, il y a des entraîneurs suisses qui ont été formés en Suisse. Il y a aussi des entraîneurs suisses comme Fabio Celestini qui se sont formés ailleurs. Lui, typiquement, il s'est formé en Italie et en Espagne. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Est-ce que toi, tu trouves ça légitime que les anciens pros aient des facilités? Oui, je trouve ça normal, mais ça doit rester dans les proportions. C'est pas parce qu'on a été un ancien pro qu'on sera forcément un bon entraîneur. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on n'a jamais été pro qu'on peut pas devenir un entraîneur à succès. D'ailleurs, la tendance nous montre le contraire, hein. On a vu Mourinho qui a eu, qui a eu beaucoup de succès à l'époque, et on connaît pas le Mourinho en tant que joueur. Même chose pour Klopp, qui a été un honnête joueur de peut-être deuxième division allemande, mais qui a jamais été un, un cadre, on va dire ça comme ça. Euh, et forcément, il y a aussi d'autres coachs comme Thomas Tuchel ou comme Nagelsmann qui, certes, ont été dans des structures d'élite, mais qui n'ont jamais vraiment percé au niveau professionnel. Donc, je trouve légitime que les joueurs pros aient certains passe-droits, mais tout est une question de proportion. Je comprends. Enfin, ça doit rester acceptable. Voilà. D'accord. Justement, tu as beaucoup parlé de Fabio Celestini. Moi, j'en ai aussi parlé dans mon précaré avec l'ami Robin Carrel, qu'on salue. Salut Robin. Salut Robin. Euh, Toi, tu as dit que en fait, ce coach, il avait vraiment été l'artisan du succès du Lausanne Sport. Alors, en quoi est-ce qu'il a été l'artisan du succès du Lausanne Sport? Comment est-ce que toi, tu peux peut-être le décrire cette. Alors, c'est un entraîneur très, très pointilleux, très rigoureux, très précis et aussi très exigeant. Et ça nous faisait bizarre en Suisse parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des coachs aussi exigeants que ce que lui, il a été. On a l'habitude d'avoir des pédagogues, des formateurs. Mais ce degré d'exigence-là, je me rappelle que à ce moment-là, dans l'équipe, personne ne l'avait connu. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a su s'inspirer de ses différentes expériences à l'étranger, notamment à Marseille où il a été capitaine en tant que joueur. C'est son expérience en Liga espagnole aussi où il a réalisé de très très bonnes saisons à Retafe, à Levante, des choses comme ça. Et il a un peu puisé de toutes ces expériences pour en faire un mélange. Il a pris le bon d'un peu toutes les étapes par lesquelles il est passé. Et je dirais il a été l'artisan numéro un tout simplement parce que en 2015-2016, lorsqu'on a réussi la promotion en Super League, c'est pas un groupe qui est bâti pour jouer la promotion. On est une équipe jeune avec très peu de joueurs confirmés et expérimentés. On est beaucoup de joueurs à ne pas avoir connu vraiment la première division à ce moment-là. Et tout est à bâtir. Le projet, c'est un projet sur 3-4 ans avec des Vaudois, avec des jeunes à former pour d'ici 2-3 ans peut-être voilà, recevoir les fruits de ce travail-là, mais ce n'était pas prévu que la première année on monte. Et tout simplement, il a instauré une philosophie de jeu qui nous a vraiment plu. Il a réussi à faire progresser tous les jeunes joueurs qu'on avait. Il insistait beaucoup sur la qualité technique. Je me rappelle que on sortait toujours depuis derrière. Il détestait les gardiens ou les défenseurs qui dégageaient un ballon bêtement devant. On avait vraiment des principes de jeu clairs et définis. On avait des rotations au milieu de terrain qui étaient établies. On savait exactement quoi faire, dans quelles circonstances. On savait comment repartir de derrière si l'équipe adverse venait nous presser à 3, à 4, à 5, à 6. Donc c'était vraiment aussi très cognitif. Je me rappelle l'entraînement, il nous demandait vraiment de réfléchir. On n'allait pas à l'entraînement pour courir et puis jouer au ballon. Il y avait vraiment une réflexion derrière ces principes-là. Ça a mis du temps à prendre, mais au final, c'est ce qui a fait la différence en Challenge League, donc la deuxième division suisse. Ouais, tu as aussi indiqué qu'il avait réussi
à faire que le vestiaire soit sain et que finalement les joueurs, le groupe vive bien, comme on dit, Ouais, les remplaçants comme les titulaires, et ouais, qu'il avait aussi cette capacité à être proche de ses joueurs, ouais, disponible pour échanger, ça tu l'as dit, tout à fait. et qui n'était pas le dernier à chambrer Ouais. pendant l'entraînement. Alors, comment, comment est-ce que quelle, quelle distance, comment est-ce qu'on gère la distance quand on est coach? Toi qui a commencé les études de coach, enfin la formation de coach, et puis qui a été longtemps joueur. Comment comment est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je pense Gérer qu'il faut. sa distance et faire que le groupe soit sain et que ça se passe bien. Bah, je pense que forcément, il faut quand même garder. Disons que les rôles sont clairement définis. Un entraîneur est là pour entraîner, un joueur est là pour jouer. Tout simplement, je dirais que le coach doit savoir faire preuve de psychologie. Le coach doit instaurer un climat de confiance entre le groupe et puis entre le staff et les joueurs. Et il doit aussi faire preuve de pédagogie, il doit faire preuve de compréhension, d'empathie. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à gagner un groupe. Savoir faire comprendre à un joueur qui joue pas les raisons de sa mise à l'écart, c'est une qualité également. Savoir maintenir un groupe concerné, même lorsque le 18e joueur n'a aucune chance de rentrer, c'est aussi les forces d'un coach. Je trouve que c'est la pédagogie, la psychologie d'un coach, c'est une bonne partie du travail en 2020 parce qu'on sait que les joueurs ont de plus en plus d'ego. Et si on réussit déjà à gagner un vestiaire à travers ces qualités-là, euh, la tactique, la technique, la condition physique, ça sera ensuite plus facile à mettre en place. Qu'est-ce que tu penses de ces entraîneurs qui participent aux entraînements, c'est-à-dire qui jouent avec les autres, qui se mettent au cœur du jeu et qui font aussi, enfin, voilà, qui prennent une chasuble eux aussi, Bah, je comme trouve l'a ça fait bien. longtemps par exemple Puel. Comme l'a fait par exemple Puel, Ouais, parfois même un peu trop, puisqu'il a réussi à blesser ouais, certains de ses joueurs et qui s'est aussi régulièrement lui blessé. ouais. Bah, je trouve ça bien tant que l'entraîneur est au niveau, quoi. Tant qu'il a tant qu'il a le niveau pour participer aux entraînements, c'est bon, quoi. Mais dans le cas de Fabio Celestini, pour en revenir à lui, je me rappelle que c'était un jeune entraîneur c'est pour ça aussi qu'il chambrait beaucoup, parce que ça faisait pas longtemps qu'il était passé de l'autre côté. Il y a encore peu de temps, il était joueur et ça fait partie du métier de chambrer pour instaurer ce climat-là, justement. Et par rapport aux entraîneurs qui participent aux entraînements, voilà, je me rappelle Fabio, typiquement, quand il nous montrait des schémas de passe, quand on faisait des 11 contre 0, c'est-à-dire l'élaboration de jeu pardon, sans opposition, quand on répétait les schémas de passe, les animations offensives, bah, quand il nous montrait comment faire, où jouer, bah, il ratait jamais un ballon, quoi. C'était toujours propre, précis, bien dosé, avec la bonne intensité. Donc rien que là, ça inspire le respect. Donc quand il jouait avec nous, quand il participait aux séances, généralement, c'était parce qu'il avait le niveau et puis qu'il était capable de régater, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais justement, tu l'as dit tout à l'heure, en Suisse romande, on suit beaucoup le foot. Quand tu as été l'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille qui parle, tu te dis qu'il faut l'écouter. Ça, on le comprend. Mais jusqu'à quand est-ce que finalement on peut vivre sur cette réputation d'ancien joueur? Disons juste tant que les résultats vont, c'est généralement dans le foot, tant que les résultats sont bons, on remet pas grand-chose en question. Donc voilà. Par contre, il faut savoir apporter un contenu. C'est bien d'avoir une carrière flatteuse, c'est bien d'avoir une grande réputation, c'est bien d'avoir gagné des titres dans sa carrière, mais les joueurs sont pas dupes. Avec les jeunes joueurs, peut-être, oui, en début de carrière, les joueurs sont naïfs, donc on peut boire les paroles d'un coach sans avoir une réflexion derrière. Par contre, si c'est du vent, au final, la carrière de joueur de notre entraîneur, on en a un peu rien à foutre, si je peux me permettre. Donc, tant que le contenu est bon, tant que l'analyse est bonne, tant que le climat est bon, ça se passe bien, mais il faut aussi savoir se renouveler et puis apporter des éléments qui font dire aux joueurs, ah ouais, ce coach-là, ce joueur, enfin, ce coach était un bon joueur, mais c'est également un entraîneur qui pourrait avoir du succès, qui a des compétences et qui peut nous amener plus loin. Et justement, quand dans un vestiaire arrive un nouveau coach qui n'a pas eu de carrière de joueur et qui n'a pas encore une réputation très flatteuse, est-ce que tu penses que finalement il part avec un handicap dans les vestiaires qu'on connaît aujourd'hui? Alors, Ou est-ce que...
tout dépend le genre de vestiaire dans lequel il arrive. Je dirais dans le championnat suisse, enfin, il n'y a pas de star en Suisse, à part Waro qui a une grande carrière, qui a joué en équipe de France, certains joueurs de balle. Les joueurs, il n'y a pas de vraie star du foot européen en Suisse. Donc, ça serait plus facile pour un coach qui n'a pas eu de carrière d'arriver dans un vestiaire et de transmettre un message et de faire passer son discours. Après, si je prends l'exemple du FC Barcelone, alors là, Ronald Koeman, on connaît sa carrière exceptionnelle, mais si je prends l'exemple d'un coach qui n'a pas eu de carrière, qui doit aller entraîner Messi et lui dire comment faire une passe et comment orienter son contrôle, je peux imaginer que ça peut être différent. Après, tout est une question de relation, de qualité humaine et au final de compétences. Si les joueurs ne sont pas dupes, comme je l'ai déjà dit, si un entraîneur a des compétences, si les choses qu'il veut mettre en place sont pertinentes, les joueurs le suivront. Et puis bon, si le coach il est intelligent, il n'explique pas à Messi comment on fait un contrôle ou un dribble. Exactement, tout à fait. J'ai un peu tiré le Oui, cas à oui, non, l'extrême. non, mais c'était très C'est une intéressant. Non, mais caricature. j'ai évidemment bien compris et c'était intéressant. Justement, c'était aussi intéressant. On a tout de suite compris où tu voulais en venir. On va parler de ta carrière et puis de tes études. Et justement, un de tes anciens coachs, Andrea Binotto, est surnommé le professeur. Est-ce que c'est important, tu penses, pour un entraîneur, voilà, d'être capable d'avoir une réflexion qui aille ailleurs que dans juste le foot et voilà, et de parler finalement à l'intellectuel de ses joueurs? Si, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Andrea Binotto, pour reprendre son cas, c'est un entraîneur au parcours atypique. C'est un entraîneur qui a encore le statut semi-professionnel, étant donné qu'il est prof de lycée, qu'il enseigne les mathématiques. Et dans son cas, je crois d'ailleurs qu'il l'avait déclaré aux médias, il a un QI très très bien, voire surdéveloppé. Donc, disons que lui, typiquement, il n'a pas fait de carrière professionnelle, mais un entraîneur aussi intelligent que lui pourrait très très vite se mettre à niveau. Et le fait que ses centres d'intérêt aillent bien au-delà du football, je pense que ça peut être qu'enrichissant pour lui parce qu'il peut s'inspirer de différentes choses du quotidien, de choses qu'il a apprises au cours de sa vie et au cours de ses études même pour se développer en tant qu'entraîneur. Et tu penses qu'il y a aussi des joueurs qui sont en recherche de ça, qui ont besoin aussi finalement d'avoir un coach qui va pouvoir leur parler d'autres choses, qui va pouvoir aussi prendre des ressources qui viennent bien d'autres matières pour enrichir leur coaching. Forcément, un vestiaire est composé de joueurs d'horizons différents, de cultures différentes, d'intelligences aussi diverses. Il y a des joueurs qui sont plus intelligents que d'autres, il y a des joueurs qui ont plus de centres d'intérêt que d'autres, il y a des joueurs qui se concentrent exclusivement sur le football et qui veulent pas du tout ouvrir un petit peu leur esprit et leur horizon, pardon. Donc oui, ça peut être intéressant pour les joueurs qui sont à la recherche justement de ce partage, de cet échange avec leur entraîneur. Très bien. T'as fait une déclaration, enfin, en tout cas, j'ai lu une phrase de toi qui disait: je ne pense pas que j'aurais pu jouer dans un des 5 grands championnats. Alors, d'abord, est-ce que c'est un regret et est-ce que tu peux peut-être nous expliquer cette phrase et Bon, disons que cette phrase, qu'est-ce que tu voulais dire? ouais, disons que cette phrase est peut-être un petit peu sortie de son contexte, mais je vais l'expliquer. Euh, c'est surtout par humilité que je dis ça, étant donné que quand on regarde la carrière que j'ai faite, je suis très fier de ma carrière, je suis très content d'avoir été pro pendant 11 ans. Mais j'étais un honnête joueur de première division suisse. Je ne faisais pas partie des meilleurs joueurs du championnat. Donc, à partir de là, il n'y a que les meilleurs joueurs du championnat suisse qui sont amenés à aller jouer dans les 5 grandes ligues en Europe. Donc, c'était plus une réflexion pragmatique qu'autre chose. Après, je pars aussi du principe que j'ai été joueur professionnel, mais je pars du principe que il y a beaucoup de joueurs qui potentiellement étaient meilleurs que moi dans les ligues amateurs ou dans les ligues inférieures. Mm. Et à l'inverse, il y a des joueurs qui Mm. peut-être ont joué la Ligue des Champions, mais qui avaient peut-être de nature pas plus de qualité que moi. Donc voilà, Mm. ça va dans les deux sens. Mais non, globalement, si j'ai pas de regrets par rapport à ma carrière, mais si ce n'est le fait que j'aurais pu m'établir plus longtemps en première division suisse, je pense que j'en avais les capacités. Mais c'est vrai qu'il me manquait sûrement des qualités pour réussir un transfert à l'étranger dans une grande ligue. Et ça, j'en suis conscient et il n'y a aucun problème à le dire. Oui. Est-ce que tu penses que les joueurs, en Suisse et ailleurs, le top 5, ça représente vraiment quelque chose pour eux et que finalement, l'objectif quand tu es par exemple en Suisse, l'objectif pour un joueur, c'est peut-être une carrière internationale, mais c'est aussi bien de pouvoir justement rentrer dans un club du top 5 européen,
et ou jouer la Ligue des Champions? Est-ce que ça existe vraiment dans le, dans l'imaginaire des joueurs, ce top 5? C'est quelque chose qui est vraiment ancré et c'est Oui, bah un c'est quelque palier? chose. Bien sûr, c'est un palier qui est connu par les joueurs, comme par les fans, comme par les médias. C'est quelque chose d'assez clairement défini. Donc, chaque joueur a son plan de carrière. Certains, peut-être, au sortir d'une bonne saison en Suisse, vont plutôt avoir l'ambition de jouer l'Europa League ou la Ligue des Champions. Certains vont peut-être avoir l'ambition de plutôt jouer dans un des clubs du Big Five. Tout dépend un petit peu les orientations qu'on donne à une carrière. Je prends l'exemple de Cédric Eaton qui est parti de Saint-Gall cet été. Il a réussi une saison très prolifique avec beaucoup de buts, beaucoup d'assists. Il aurait pu faire le choix d'aller, j'en sais rien, peut-être d'aller dans une deuxième partie de classement en Ligue 1 ou deuxième partie de classement en Bundesliga. Mais non, lui, il a fait le choix d'aller dans un club mythique, aux Rangers, qui, je pense, va jouer l'Europa League. Je ne veux pas dire de bêtises, ou va faire les qualifications d'une compétition européenne. Donc, c'est des choix de carrière. Donc, tout dépend ensuite à quoi on aspire au final. Exact. Mais toi, tu aspirais évidemment au football, mais pas que à ça, puisque tu as fait des études. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer dans quel cadre, hein, enfin, oui, pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans des études supérieures? Alors en fait, j'ai été pro très jeune, à 17-18 ans, comme je l'ai dit. Quand j'ai fini le lycée, que j'ai eu ma maturité, on appelle ça comme ça en Suisse, bah voilà, je me suis complètement consacré au football. C'était une des. En fait, mes parents m'imposaient d'avoir minimum un diplôme de lycée, de gymnase, comme on dit chez nous, avant de me consacrer pleinement à ma carrière de footballeur. Donc voilà, je me suis consacré à ça, tout se passait bien. Je jouais très jeune pro, j'étais convoqué en équipe suisse. Et finalement, j'ai fait le choix, 5 ans plus tard, de reprendre des études, tout simplement parce que mes journées étaient longues, j'avais envie de meubler aussi un peu mon cerveau. Mon quotidien, c'était m'entraîner le matin, rentrer, faire une petite sieste et jouer à la PlayStation. Et ça, comme on en a discuté en off, c'est la vie rêvée d'un jeune footballeur. Mais finalement, au bout d'un moment, après 5 ans à faire ça, j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin d'ouvrir mon horizon, d'ouvrir mon esprit et de meubler mon cerveau aussi. Et pour ça aussi, ben voilà, ma carrière, entre guillemets, je ne vais pas dire qu'elle stagnait, mais j'étais toujours en deuxième division suisse. La deuxième division suisse, il faut le voir pour le croire, ça ne fait pas rêver, hein. Les stades où il y a à peine 1000 personnes, en hiver, sous la neige, c'est pas très sexy. Donc voilà, je jouais pas non plus la Coupe d'Europe la semaine, donc j'avais vraiment le temps l'après-midi de me consacrer à des cours. Donc voilà, j'ai fait le choix de reprendre des études en sciences du sport et en communication à l'université de Neuchâtel. C'était pratique parce que je jouais à Bienne et l'université de Neuchâtel était à 20 minutes de mon domicile. Donc généralement, je m'entraînais le matin et je mangeais avec mes coéquipiers avant de partir à Neuchâtel euh, suivre mes cours universitaires l'après-midi avant de rentrer le soir. Et au final, ça m'a été bénéfique parce que ça m'a permis de trouver un équilibre dans ma vie. Ça m'a permis de connaître d'autres personnes aussi, d'horizons différents, de sortir entre guillemets de ma bulle football. Et même sportivement, je pense que ça m'a fait du bien parce que j'ai signé au Lausanne Sport par la suite et ça ne m'a pas empêché de réussir à monter avec mes coéquipiers en Super League. Et au final, ça a été vraiment que bénéfique pour ma carrière. Je crois que celle qui allait devenir ton épouse t'a aussi poussé à ça, elle t'a motivé, oui, elle t'a poussé, elle t'a motivé. Tout à Quel a fait. été son rôle à ce moment-là? Bah, en fait, c'est le fruit d'une réflexion, d'une discussion que j'avais avec elle, le fait de reprendre mes études, dans le sens où euh, ses deux parents sont instituteurs, donc elle a tout de suite baigné dans les études. Elle a fait des études de droit, elle est avocate maintenant. C'est quelqu'un qui est brillante et qui a eu du succès à travers cela. Et puis, elle a elle-même bénéficié aussi de ce système académique suisse qui est performant. Les formations en Suisse sont très bonnes, de bonne Mm. qualité, de bonne facture. Et elle voyait aussi mon quotidien et elle m'a encouragé en fait à reprendre ses études en me disant que voilà, j'avais les capacités de le faire, que la carrière, ça allait pas me fermer des portes dans ma carrière de footballeur et qu'au final, ça allait me profiter pour la suite en cas de blessure ou quoi que ce soit. Donc voilà, vraiment, elle m'a poussé à le faire et ça a nourri un petit peu ma réflexion. Et au final, j'ai décidé moi-même de vraiment reprendre des études avec sérieux.
Oui. Donc, sur ce sujet, il y a sur la ligne très intéressant, le 29, avec Bérangère Outrebon, qui explique voilà, ce que c'est qu'être une femme de footballeur. Donc, je vous invite vraiment à l'écouter. Comment réagissait d'abord, je suppose que tes coéquipiers ils savaient que tu menais de front ta carrière de footballeur, mais aussi des études. Ouais. Comment est-ce que eux ils voyaient ça? Parce que je suppose que parfois dans le bus, tu avais tes bouquins et que. Ouais, Enfin, quoi que honnête, finalement, la Suisse, c'est pas très grand. Le bus, non, c'est pas très ça va grand. assez vite. Oui, Ouais. ça m'est arrivé de réviser un petit peu dans le bus, mais honnêtement, je préférais regarder les matchs de foot. Pour être honnête, j'allais quand même peu en cours parce que, pardon, Bah oui. parce que j'avais quand même beaucoup d'entraînement et la priorité, ça restait le football. Par contre, ça m'est arrivé de ne pas partir en vacances au sortir d'une saison Mm. parce que j'avais des examens universitaires. Donc voilà, disons que je rattrapais le travail que je n'avais pas fourni l'année lors du mois ou lors du mois et demi qui précédait mes examens à l'université, quoi. Mais D'accord. c'était un peu comme ça que je fonctionnais. D'accord. Ouais. Et tu as eu tous tes examens du premier coup. On peut quand même te féliciter, la tête et les jambes. Bravo, Jérémy. Ça, c'était la première ou la deuxième année de bachelor, je crois. Ça m'est quand même Ouais. arrivé une ou deux fois de devoir passer en rattrapage, mais rarement, rarement. Oh là là, bravo, bravo, Merci, c'est bravo. gentil. Justement, tes études et plus précisément ton mémoire de master vont faire l'objet de la deuxième partie. Donc, tu as fait un mémoire de master qui est un sujet passionnant, s'il en est, foot en Suisse et nouveau format de compétition. Donc, on va en parler. On va parler de la Ligue suisse et du format, de ce qu'on pourrait éventuellement faire, mais aussi beaucoup, évidemment, de tous les formats, de ce qui pourrait changer. Mhm. Donc, Markov, dans un excellent article, comme toujours dans SoFoot, a écrit Le football a bâti son empire en partie sur l'association du duo championnat-coupe, aussi bien chez les amateurs que chez les pros. Alors, ça, évidemment, c'est l'exemple commun qu'on connaît en Europe. C'est mon exemple préféré. Moi, j'ai fait un podcast Football et Nostalgie. C'est dire si j'ai beaucoup de choses à dire et si certains changements m'ont moyennement plu. Et il explique aussi que la procédure du match aller-retour découpe la saison en hémistiches parfaitement équilibrées de la poésie du ballon rond, savant enseigner les saveurs du temps long au peuple, des tribunes, puis du petit écran. Bon, c'est encore notre présent, mais c'était un petit peu aussi l'avant. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer d'abord ce qui se passe en Suisse, donc le sujet très central de ton mémoire, Mhm. donc quel est le format actuel? Bon, en fait, le format actuel, c'est le format qui est à l'origine de ma réflexion par rapport à mon travail. En fait, faut que je raconte un petit peu les prémices de ce travail-là. Fait. Quand je commence à réfléchir à un thème, je joue à Lausanne en Super League, donc dans une ligue à 10 équipes où les équipes s'affrontent 4 fois. 2 fois à l'extérieur, 2 fois à domicile, pour 36 matchs au total. Et au final, avec mes coéquipiers, on en discutait souvent. On se disait il faudrait élargir un petit peu la ligue. On voyait ce qui se faisait un petit peu ailleurs en Europe. Et le fruit de cette réflexion-là a débouché sur ce travail qui est intitulé Swiss Football League vers une réforme du format de compétition. Parce qu'en fait, à ce moment-là, le FC Bâle gagne tous les championnats ou presque. IB n'est pas encore dans la course comme aujourd'hui. Actuellement, la tendance, elle s'est un petit peu inversée. Il y a un peu IB est un peu supérieur à Bâle. IB, Mais c'est les bref, Young Boys. voilà. Voilà, pardon, j'ai pas précisé C'est pas grave. pour les non-suisses. Et tout simplement, il fallait quelque chose de nouveau pour les médias, pour les joueurs, pour les supporters, pour les spectateurs. Enfin bref, le championnat suisse était un petit peu en perte de vitesse et puis il manquait d'incertitude. Donc j'ai fait ce travail-là et j'ai fait en fait une analyse comparative du championnat suisse avec d'autres ligues de niveau plus ou moins semblable, à savoir l'Autriche, la Bundesliga donc, la Superliga danoise et la Pro League belge. Et en fait, j'ai fait cette analyse comparative à partir de facteurs clés de succès où j'ai analysé la compétitivité des clubs, l'attractivité du championnat et les stratégies de formation opérées par les clubs, en fait. Et le but, j'ai choisi volontairement des ligues qui ont été réformées récemment. La Bundesliga autrichienne, par exemple, elle est passée de 10 équipes à 12 équipes il y a de ça 2 ans. Et je voulais observer en fait des changements entre l'avant et l'après pour ensuite m'inspirer de ces modifications-là, de ces changements, pour l'appliquer au cas de la Super League en Suisse. Voilà, c'est un petit résumé de mon travail. D'accord.
Et finalement, quelles sont tes propositions? Qu'est-ce que toi, tu souhaiterais voir adopté par la Fédération suisse? Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant que j'étais en train d'écrire ce travail-là, la Swiss Football League a soumis au club un nouveau format, sujet à votation, soit le fait de passer de 10 à 12 équipes. Ça a été malheureusement, ça n'a pas été accepté par les clubs. Donc, finalement, le championnat va continuer à se jouer avec 10 équipes et 4 confrontations contre les mêmes équipes au cours de la saison. Moi, j'aurais vu d'un bon œil un élargissement à 12 équipes sur le modèle du championnat autrichien, à savoir, euh, à savoir une phase de saison régulière, en fait, où il y a 22 matchs, avant de passer à des playoffs et des play-outs, donc 6 équipes en play-off et 6 équipes en play-out, où match aller-retour serait joué, ce qui fait 22 matchs de saison régulière, plus 10 matchs de play-off, ça ferait un total de 32 matchs. Alors, 32 matchs, forcément, ça serait bien pour la compétitivité des clubs en Europe parce qu'il y aurait peut-être plus de récupération et ils pourraient être plus compétitifs. On voit que c'est par exemple un problème actuellement parce que IB, ben voilà, ils ont été éliminés des qualifications pour la Champions League. C'est des petits problèmes qui se posent. Par contre, forcément, les diffuseurs, les clubs de plus petite envergure, ben, le fait de passer de 36 à 32 matchs, ça fait moins de revenus liés aux spectateurs, liés au catering, à ces choses-là. Donc, les grands clubs ont regardé leur intérêt, les plus petits clubs ont regardé leur intérêt aussi également. Les diffuseurs, les médias regardent leur intérêt également. Donc, c'est un peu le problème qui se pose. Tout le monde se tire un petit peu dans les pattes et il n'y a toujours pas de consensus qui a été trouvé en Suisse par rapport au format de compétition. D'accord. Mais justement, toi, tu proposes un format avec des playoffs et aussi un élargissement. Ouais, On dit souvent que quand on élargit, ben, le niveau il baisse. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Mais finalement, tu considères que comme on rajoute que 2 équipes sur 10, exactement. voilà. J'aurais aussi pu dire une ligue à 14, comme ce qui se fait au Danemark, mais le fait de. La Suisse est un petit pays avec peu de ressources financières, malgré le fait que c'est un pays plus ou moins riche, on est d'accord, mais les clubs suisses n'ont pas des rentrées liées aux droits TV qui sont très très grandes. Les clubs suisses sont plutôt dépendants de leurs revenus spectateurs. Donc là, vraiment, la tendance est différente de sur ce qui se fait ailleurs en Europe. Donc, voilà, dans mon élargissement, je parlerais plus d'une ligue à 12 équipes. Le niveau resterait plus ou moins semblable Mm, et ça donnerait aussi peut-être plus de marge de manœuvre aux clubs qui sont sujets à faire la descente d'année en année. mm. Donc ça donnerait peut-être plus de solidité financière et plus de possibilités à planifier à moyen terme, sportivement comme économiquement parlant. Justement, toi, tu as travaillé sur le sujet. Qu'est-ce que peuvent faire les ligues pour améliorer l'attractivité? Bah, les ligues en elles-mêmes, elles sont responsables des structures sportives, des formats de compétition. Après, c'est les clubs qui rendent aussi les ligues attractives à travers leur stade, à travers leur nombre de spectateurs, à travers les joueurs qu'elles recrutent. C'est différents facteurs qui contribuent à rendre une ligue attractive. C'est pas seulement le format de compétition qui leur rend une ligue attractive. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais justement, ouais, c'est ça. Mais ça veut dire quoi être attractif? Moi, c'est vrai que je me pose toujours cette question. Finalement, quand on compare, on l'a dit, on a parlé tout à l'heure des playoffs avec la MLS. C'est vrai que les championnats classiques européens, ils Mhm, offrent une autre attractivité. Il n'y a pas les mhm, playoffs, qui sont évidemment des moments où il y a ben voilà, des highlights de la saison, c'est pour ça. le coup. Ouais, Mais il y a une attractivité qui, on va dire, est plus diffuse. Alors, il y a l'attractivité ben, pour qui va être champion, évidemment. C'est la grande question quand exactement. même. Qui va Exactement. être européen? Bon, ça existe aussi aux États-Unis. Voilà, qui c'est qui Voilà. va réussir à grappiller les places pour la Champions League CONCACAF. Mais il y Ouais, a aussi l'attractivité ben, au bas du classement, comme tu l'as ouais, dit, qui va descendre. Et puis même parfois, comme par exemple, moi je considère régulièrement le cas en France, une attractivité bien au milieu. et Parce c'est que exactement ça. voilà, parce que grâce, entre autres, aux droits de télé, si tu finis 10e, tu récupères plus de droits de télé que si tu finis Tout à fait. 12e. Donc, le match entre le 10e et le 12e,
ou enfin n'importe quel match, il a toujours un intérêt parce que il y a 1 million d'euros à chercher à droite, 2 millions à gauche. Et on a beau dire que 1 million ou 2 millions aujourd'hui, c'est pas grand-chose dans le football européen. Ouais. 1 million ou 2 millions, moi, Il faut je suis prendre. strasbourgeois. Mais oui, pour moi, 1 ou 2 millions, pendant Bien longtemps, sûr, moi, tous mes joueurs, ils n'ont jamais coûté plus de 2 millions. tout à fait. Donc, je sais que ça peut être un très bon joueur, un joueur qui va s'installer. Et puis, je sais pas, là, à Strasbourg, on a cette expérience-là. On a acheté beaucoup de joueurs à moins de 2 millions. Beaucoup, on les a achetés même gratuitement et on les a revendus principalement à Monaco, que je remercie au passage, 15 millions. Donc, finalement, voilà, ces 2 petits millions, tu as réussi à faire grâce à ça une année encore meilleure l'année suivante. Et puis, tu as gagné 15 millions parce que Bien ces 6 sûr. joueurs que tu as trouvés, c'est ça. Donc finalement, toi, quel est ton avis là-dessus? C'est quoi l'attractivité? L'attractivité, j'allais y venir justement. Il faut d'abord Dis-moi. préciser que je ne me suis pas du tout intéressé aux données économiques. Enfin, disons très peu. Je sais ce que ça représente, les droits TV en Oui, Suisse. Je sais. elles sont sous-jacentes. Voilà, exactement. Mais moi, je me suis vraiment basé sur des critères sportifs. Et qu'est-ce qui rend une ligue attractive? C'est l'incertitude qui est liée au match. C'est le fait de ne pas savoir, en allant au Mm. stade, qui va gagner entre l'adversaire A, enfin entre l'équipe A et l'équipe B. Mm. Et pour rendre une ligue incertaine, en fait, il faudrait minimiser le nombre de matchs à faible enjeu. C'est-à-dire créer des places à enjeu, créer des matchs à enjeu par un système de play-off, par exemple. Je Mm. prends le cas de cette Ligue des Champions qui a eu lieu à Lisbonne récemment. Alors forcément, les circonstances sont particulières. Certaines personnes diront que ce n'était pas une vraie Champions League, mais au final, personne ne peut se plaindre de l'incertitude et de l'attractivité des matchs. Ça a été un format différent, mais je crois que ça a été un format très, très, très satisfaisant au final, même sur une courte période. Donc voilà, disons que le ventre mou d'un classement, tu parlais avant d'une ligue trop grande, d'un élargissement trop grand. Une ligue à 14, alors oui, ça créerait un ventre mou, ça amènerait peut-être plus de solidité Mm. financière au club, plus de possibilités pour planifier, mais le ventre mou, en termes d'attractivité, c'est pas intéressant si le septième joue contre le huitième. Il faudrait justement créer des places à enjeu, c'est-à-dire comme l'a fait la France récemment avec la création de barrages entre le Mm. 17e, non, le 18e pardon, de Ligue 1 et les clubs de Ligue 2. C'est des choses comme ça qui rendent en fait des matchs et des confrontations attractives. Ouais, c'est Et, intéressant. et ça, c'est Dis-moi. du ressort des ligues, justement. Les clubs sont responsables pour l'attractivité d'avoir un recrutement cohérent avec des joueurs qui font rêver, avec des joueurs pour lesquels on a envie de payer pour aller au stade. Les collectivités sont responsables d'avoir des stades modernes. Les médias sont responsables de mettre en valeur une ligue à travers leurs canaux de diffusion, mais la marge de manœuvre d'une ligue, en fait, c'est dans sa structure de compétition, c'est dans le mode de compétition qu'elle propose qu'elle peut faire quelque chose. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, d'autant plus que finalement, parfois, on considère. Tu as raison sur un point, c'est que finalement, l'attractivité, c'est qu'il y ait le plus, ou qu'il n'y ait pas ou peu de matchs sans enjeu, et que Mhm. finalement, voilà, les équipes soient proches. Tout Et à fait. moi, je te suis là-dessus, et c'est vrai que, par exemple, moi, je critique un petit peu le système américain là-dessus, c'est-à-dire qu'on considère que les équipes doivent être proches, donc les meilleurs, on va les sanctionner Ouais. et les petits, on va les aider. Alors Le finalement, système, le voilà, système de play-off est fait pour ça, au final. voilà, c'est ça. Ouais. Et donc moi, c'est vrai que moi, ça m'embête un peu finalement que les gens qui bossent bien ou que les gens qui réussissent, on leur mette Ouais. des poids en plus et que ceux qui sont au contraire médiocres, on les aide et que finalement, Ouais. à un moment, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être encore plus médiocre pour être plus aidé et que Bon, au finalement, final, voilà, au final, finir c'est en ce roue qu'on libre. voit. Au Voilà, final, c'est ce qu'on voit dans les sports US à travers la draft, notamment en Mm. NBA où, Voilà. où certaines équipes ont recours au tanking, où elles font quasiment exprès de perdre ou de mettre leurs moins bons joueurs pour ensuite avoir optimisé ses chances d'avoir un haut choix de draft. C'est culturel, c'est les sports US qui fonctionnent comme ça. Il ne faut pas tout prendre au sport US. Par contre, le système de play-off, s'il est adapté un petit peu à l'européenne, peut être une solution pour redynamiser une ligue. Oui, mais autre question, finalement, est-ce que l'attractivité rime avec justice? Parce que justement, les systèmes de play-off,
la justice, elle est quand même assez. Mhm. Enfin, c'est pas la même qu'un finalement Non, un championnat où tout le non, monde affronte tout le monde deux fois. Une fois, c'est comme on l'a ça, dit tout à l'heure, c'est une fois ça. chez moi, une fois Ouais. chez toi. Puis à la fin, on additionne tous les points. Et puis celui qui a le plus de points Mhm. euh, Non, est mais champion. non, c'est effectivement, c'est en partie pour ça que les gros clubs d'un championnat ont tendance à voter contre des élargissements et surtout contre le système de play-off. Parce qu'en termes d'équité, en termes de justice, ça n'aide pas les grands clubs à réaliser leurs objectifs. En fait, on en est conscient. Et puis, c'est pour ces raisons-là que les grands clubs ont tendance à décliner ces propositions-là. Mais toi, le sportif de haut niveau, le compétiteur que tu étais, Ouais. est-ce que ça te pose pas un problème justement que finalement, ben voilà, ben ton équipe, elle a bien fonctionné toute l'année, Mhm. mais sur un match ou sur deux matchs en Mhm. playoff, ben vous vous loupez et finalement tous les matchs que vous avez réussi, toutes ces victoires Mhm. que vous êtes allé chercher avec les dents, eh bien, Ouais. elles feront pas de vous un champion. Bon, après, ça, il existe des outils pour un petit peu modérer ça. Après, quand tu dis Ouais. playoff, toi, je pense que tu prends le cas de la MLS qui joue des matchs aller-retour, etc. Moi, quand je dis plutôt playoff, c'est plutôt deux phases de compétition, en fait. C'est Voilà, c'est plus ça. Où on saison va garder les régulière, meilleurs, c'est ça? exactement, où on Voilà. place les meilleurs dans le groupe playoff, et puis les moins bons qui. En fait, c'est en fait le début d'un nouveau championnat. Et quand Mm. je dis qu'il existe des outils pour, en fait, réduire les injustices, on l'a vu par exemple dans certains championnats, au terme de la saison régulière, ils divisent les points par deux. Ce qui fait que lors du deuxième championnat ou des playoffs, ça dépend comment on l'appelle, alors oui, les- l'écart entre les équipes est peut-être plus faible qu'avant, mais au final, une équipe qui avait 20 points d'avance, elle en aura toujours 10 sur le deuxième. Donc voilà, c'est des outils, il existe des outils pour trouver un juste milieu entre équité et attractivité. D'accord. Parfait. Justement, on parle de schéma, de format. Il y a quelques jours une déclaration choc de ton compatriote Gianni Infantino. Je n'ai rien contre. C'est ton compatriote par hasard. Voilà. Oui, 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 Ouais, oui. J'en on a suis pas compris. très fier, mais oui, Non, oui. non, mais bon, ouh là là, non, je ne veux pas avoir de problème avec Monsieur Infantino. Merci beaucoup. Pas besoin d'avoir des Moi non procès, moi. plus, moi non J'ai plus, moi assez de non plus. problèmes dans ma vie. Euh, donc, la réforme proposée par. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la réforme proposée par notre ami Gianni Infantino? Alors, Et juste avant, une seconde, je voudrais conseiller aux gens la lecture de l'excellent article de Nicolas Xis-Martov dans son foot, titré, alors vous excuserez mon italien, Infantino, non, attends. Infantino, tuo fa l'americano. Accent italien horrible. Ouais, alors, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être cette réforme et toi, ce que tu en penses? mais alors, en toute honnêteté, j'ai suivi de très loin, mais je suis pas assez Ouais, qualifié pour en parler. Donc, ouais. Oui, et puis après, on est aussi au stade, un stade assez embryonnaire. Finalement, on a un peu l'impression qu'il a lancé cette idée en attendant de voir comment les gens allaient réagir. Et donc, finalement, ouais. voilà, l'idée, c'était de libérer des places dans les différents calendriers pour pouvoir offrir plus de visibilité, plus de grands matchs, Plus de aux, revenus. voilà, plus de revenus Ouais, aussi, voilà, aux grands clubs. Donc tout c'est à vrai fait. que on va peut-être, tu as raison, attendre un petit peu, d'en savoir plus, et puis de voir que cette idée qui a été lancée en l'air, comment elle va retomber. Bon, En attendant, c'est pas une idée, hein, c'est pas vraiment une idée nouvelle, parce que ça fait quand même un certain temps que les grands clubs européens ont l'idée de se liguer un petit peu contre les plus petits et puis de faire une sorte de ligue fermée, notamment pour la Champions League. Donc, c'est des sujets qui existent depuis un certain nombre récurrent, d'années. ouais, c'est Ouais, ouais. vrai. Et finalement, quelle sera à ton avis l'opinion des clubs suisses? Est-ce que les clubs suisses est-ce que tu crois que ça peut intéresser par exemple les Young Boys ou Bâle? Bah, tout dépend un petit peu La place que vous. les règles qui sont Ouais. édictées. Mais ce qui est sûr, c'est que si une ligue d'élite est formée et composée par les grands clubs en Europe, les clubs suisses n'en feront pas partie. Donc ça peut être vraiment dommageable pour l'avenir du football suisse. Forcément, si Mm. les clubs comme IB et Bâle ne sont plus amenés à se frotter aux grands clubs européens, ça serait une catastrophe pour le football suisse. Et est-ce que tu crois que finalement, ça sera aussi une catastrophe parce que les téléspectateurs vont abandonner encore plus
bien, le championnat domestique pour regarder justement ces grands matchs, ou tu penses qu'il y a vraiment un vrai attachement au club de ta ville, de ta région Non, non, et à ce championnat? non, c'est une éventualité. En Suisse, malheureusement, certains clubs peinent un petit peu à faire beaucoup de spectateurs parce que quand on se promène dans certaines villes suisses, on voit des maillots de la Juve, on voit des maillots du PSG, on voit des maillots de Manchester City, des grands clubs européens, mais peu des clubs locaux. Et ça, c'est une thématique qui est récurrente en Suisse et qui est aussi un problème. Mm. Donc, je pense qu'une modification, comme tu l'as évoqué, pourrait être vraiment, ouais, vraiment problématique pour le club, pour les clubs suisses. Ouais. D'accord. Ben, pour finir, on va revenir un petit peu à toi. Donc, ta carrière, elle est derrière toi due à cette blessure. Qu'est-ce que toi, tu voudrais faire maintenant? Est-ce que tu voudrais J'ai lu que tu voulais te diriger vers l'encadrement ou le management. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être aussi un désir de coacher peut-être une équipe. Quels sont tes désirs? À part évidemment rentrer à la FIFA, qui, on rappelle, est en Suisse, Exact, Zurich, tout dirigée à fait. brillamment par notre ami Infantino. Voilà, Exactement. notre guide. Alors moi, j'ai fait le choix de reprendre des études et surtout de reprendre des études en management du sport à travers mon master que j'ai fini l'année passée. C'est pour rester dans le football, c'est pour rester, enfin, disons dans le sport et le football en particulier, idéalement. Euh, L'idée, ça serait de bosser dans une fédération, dans une association ou dans un club. J'aimerais à terme, à moyen terme, vivre une expérience dans la direction sportive d'un club. Je pense que je pourrais un petit peu mettre les compétences que j'ai vécues, que j'ai accumulées durant ma carrière de joueur et ce que j'ai appris également à travers mes études. Je pourrais un petit peu les mettre ensemble pour faire profiter un club. Après, voilà, je me ferme aucune porte. Je vais passer mes diplômes d'entraîneur parce que c'est aussi une éventualité. Je ne me vois pas être entraîneur d'une équipe professionnelle parce que j'ai envie d'une stabilité maintenant dans ma vie. La stabilité en tant que footballeur, on l'a déjà très peu. On sait pas, tous les 6 mois, on ne sait pas où on va jouer, si on va devoir déménager. Donc, voilà, j'ai bientôt 30 ans, je suis marié, j'aimerais avoir une famille, donc j'aimerais pas avoir à faire vivre ça à ma famille dans le futur. Voilà pourquoi j'aimerais plutôt peut-être un poste dans l'administration ou dans la direction sportive d'un club. Parfait. Bien, on te souhaite tout ça. C'est Merci gentil, à merci. Jérémy, merci. Euh, Évidemment, merci au Cannes Football Club d'accueillir le podcast. Abonnez-vous aux podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes, en particulier sur Apple Podcast. Ne loupez aucun épisode en vous abonnant. Évidemment, on peut prendre contact et suivre l'actualité de Jérémy grâce à son Twitter, à commercial Jérémy Manière 26, à commercial Exact, JEREMYMANIERE 26 avec le exact, 6. tout à fait. N'hésitez pas à prendre contact aussi avec moi. J'aime beaucoup quand mes auditeurs, les auditeurs plutôt d'ailleurs, ils ne sont pas à moi, ils sont à tout le monde, m'envoient des messages sur Twitter. Moi, commercial Monsieur Foot de Foot, MRFOOT, posez des questions. Et enfin, pour conclure, et comme de tradition, je salue et j'embrasse mon fils Adrien. Merci encore, Jérémy. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très sympa et tout le meilleur pour votre podcast. À bientôt. À bientôt.